messieurs, quelques mots simplement, puisque vous avez eu la gentillesse de me proposer de conclure. C'est difficile de le faire après cette journée de travail à laquelle j'ai tenu à assister dans sa quasi-totalité et où je me suis fortement instruit. Je voudrais d'abord remercier Charles Kergaravat de cette initiative d'Interceltic Business Forum, 3e édition. Et j'ai été frappé au cours de la journée par, moi aussi comme vous, la qualité des échanges, leur richesse, la qualité des expériences, et surtout le fait que nous soyons, vous soyez, moi je ne suis pour rien, restés très, très pragmatiques, très, très créatifs, très concrets, alors que ce n'était pas évident d'abord. Et j'ai aussi noté qu'il y avait une part importante qui avait été signalée, insistée, relevée sur les rôles des diasporas, peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer. En tout cas, merci Charles, on se connaît depuis déjà un certain temps, on s'était rencontré je pense que c'était à New York la première fois, lorsque je visitais l'association des Bretons de New York que tu présidais, on s'est recroisés depuis, et je dois vous dire une chose, mesdames et messieurs, sur le lien entre la culture celtique, le festival, ici, et sa conjugaison économique, j'avais un doute. Je vous le dis très franchement, j'ai eu un doute longtemps. Je suis vu le festival depuis 1977, donc ça fait longtemps. Et nous avions tous dans l'imaginaire du festival interceltique le fait qu'il fallait conjuguer aussi la culture avec l'économie. Sauf que ça ne venait pas. Et on le disait, on se le répétait, c'était dans notre imaginaire, mais ça ne venait pas. Il y a eu des tentatives tout à fait réussies, néanmoins. Je pense que Brittany Ferry, mais ce n'est pas directement lié au festival. Mais ça a accompagné, puisque c'est la création d'à peu près la même période, la relation celtique dans toute sa dimension maritime, et a contribué, je crois, à créer des liens. Mais souvent, on avait des échecs. Je pense à une tentative ici à Lorient de créer une ligne entre Vérone et Lorient. Je pense à d'autres initiatives diverses qui sont retombées parce que nous n'avions pas réussi, et peut-être que nous ne pouvions rien à l'époque, à créer une économie celtique. Et donc, lorsqu'on disait qu'il faut faire le lien entre la culture et la vie économique et le business, eh bien, on ne savait pas souvent vers où s'orienter. Or, pour vous dire là, il me semble que depuis peu d'années, la donne a changé. La donne a changé parce que, je parle d'expérience, pour plusieurs raisons. Certaines ont été exposées d'une manière ou d'une autre au cours de cette journée. J'en vois 4. D'abord, il y a eu le Brexit. La donne a changé parce que d'abord, les nations celtes ont toujours été favorables à l'Union européenne, l'ont montré dans leur vote, tout le temps qu'ils sont, y compris l'Irlande du Nord. Mais la Grande-Bretagne a voulu faire un itinéraire à part. J'ai déjà dit à Boris Johnson, donc ça ne me gêne pas de vous redire ici, qu'il s'agissait d'une grande manipulation qui amènerait un grand échec. Et nous y sommes. Enfin, nous sommes au début. Et que la Global Britain, je pense que les Britanniques vont la chercher longtemps, tel de jeune avec sa lanterne. À un moment où, en plus, l'Europe change, et c'est mon deuxième élément de la nouvelle donne. La nouvelle donne, elle est aussi européenne. J'ai été au premier rang pour constater, vivre, participer même à cette évolution, pour constater que l'Europe, depuis 4 ou 5 ans, commence à affirmer sa puissance. Tout cela est lié à la fois Covid, à la crise ukrainienne, aux constatations de dépendance à l'égard de la Chine. Bref, tout ça est lié à la nécessité. Mais
Nous ne sommes plus dans la même qu'il y a 3-4 ans au niveau européen. Nous ne sommes plus à l'époque où le marché européen, le marché unique, qui est un des éléments centraux de notre vivre ensemble en Europe, était considéré comme une panacée et aussi un levier pour atteindre la mondialisation heureuse. Nous sommes dans une autre phase où nous considérons que le marché, notre marché, est aussi un instrument de puissance. Et vous voulez venir chez nous, dans notre marché de 450 millions d'habitants, mais il faut en payer le prix, donc il faut en respecter les normes. C'est-à-dire qu'il faut imposer la réciprocité. Je ne peux pas faire un cours d'énumération de tout ce qui a été fait depuis 3 ou 4 ans, mais la crise ukrainienne, le Covid et l'intransigeance chinoise ont amené ce retour-là, qui est extrêmement fort. Troisième observation, pardon. Nous sommes aussi, parallèlement, dans le même temps, le Brexit, la nouvelle donne européenne, dans une phase où l'enjeu maritime du monde devient essentiel. La puissance maritime devient majeure. Là non plus, je n'ai pas trop développé à cet instant de fin de journée, mais demain, les océans ils sont en train de devenir des espaces de puissance. Et la France, je dis ça pour les Français, a un rôle tout à fait essentiel à mener à cet égard. Et le fait que les enjeux océaniques deviennent des enjeux centraux, des enjeux stratégiques, il suffit de voir comment les acteurs s'arment dans l'océan Pacifique, mais aussi des enjeux de développement. Et c'est aussi une nouvelle donne pour nous, j'y reviendrai dans un instant. Et puis le quatrième point, c'est le fait que désormais, mais ça date depuis hier, il y a un cadre juridique, un cadre déclaratif qui a été fait du fait de la déclaration de Rennes, dont tout à l'heure le Premier ministre du Pays de Galles a parlé. Et ce qui est important d'ailleurs, parce que, mine de rien, cette signature-là, elle voit un peu de l'or, dans la mesure où des régions signent avec des États. Ce qui n'est pas tout à fait normal juridiquement. Il a fallu sans doute tordre le bras des conseillers juridiques du Quai d'Orsay qui sont extrêmement pointilleux sur ce sujet-là, mais c'est une grande nouveauté. Il faut l'intégrer dans cette nouvelle donne. Donc, 4 éléments nouveaux qui font qu'il y a un environnement qui peut nous permettre d'avancer et que demain, on peut créer ce que j'appelais tout à l'heure l'économie celte, dont plusieurs intervenants ont parlé. Je pense que le Premier ministre du Pays de Galles a évoqué ce concept qui me paraît tout à fait opportun et adapté. Et donc, à partir de maintenant, il faut se demander par quel biais et comment on peut renforcer la cohérence de ce concept nouveau, dont on pourrait dire c'est le concept de l'Orient aujourd'hui, l'économie celte en création. Dans les priorités aussi, je vois que c'est lié à l'économie maritime, notre contribution, la contribution que nous pourrons apporter, que nous pourrions apporter à ce qui va se passer en France en 2025. La conférence de la députée Elisabeth l'a évoqué ce matin, la conférence des Nations Unies sur les océans, qui sera un enjeu tout à fait essentiel et sur lequel nous devons, nous, les nations celtes, apporter notre propre contribution. Dans les chantiers que j'imagine aussi en fonction de ce qu'on a vu, il y a la cybersécurité et l'innovation autour du numérique, en particulier sur l'intelligence artificielle. L'Europe a fixé ses normes, nous devons maintenant les faire fructifier et nous avons les compétences pour le faire parce que la géographie, je vous l'ai dit, n'était plus un handicap dans ce domaine-là, elle a même une chance, et que par ailleurs, avec le développement du télétravail, la géographie n'est plus du tout pour ces sujets un handicap. Je sais que certains d'entre vous ont pu rencontrer la colloque ici à Lorient qui montre qu'il y a aussi dans ce domaine-là des synergies possibles entre branches. Je voudrais terminer sur les chantiers en soulignant la nécessité de faire en sorte que les outils d'innovation que nous avons les uns et les autres, et certains d'entre vous l'ont évoqué à plusieurs reprises dans la journée, quelle que soit la nation celte concernée, puissent se coordonner ensemble. Nous avons pu signer avec l'Irlande, c'était à la fin du mois d'août 2021,
un accord entre les universités bretonnes et les universités irlandaises. Je suggère que l'on puisse dépasser l'Irlande, si l'Irlande est d'accord, pour élargir à d'autres, et que l'on puisse dépasser le côté strictement universitaire pour que l'on puisse, du coup, associer et articuler les outils d'innovation qui existent à partir de ces mêmes universités. Et dans cet esprit, la décision prise hier par les chefs exécutifs dans leur nom de reine de faire émerger un Erasmus celtique, c'est très cohérent avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Avec tout cela, je pense que nous sommes sur le chemin vers une cohérence de l'économie celtique et vers la définition du concept. Ainsi, ce rendez-vous peut devenir un rendez-vous annuel, si du moins les acteurs le veuillent bien, et que quand je vous parle de cela, je suis en plein accord avec le maire de Lorient. On évoquait tous les deux l'idée d'un Davos celtique. C'est un peu le concept. On peut prendre le mot. Sauf qu'il faudrait que ce soit le Davos des chefs d'entreprise petites et moyennes, non pas le Davos celtique des grands leaders. La fertilisation de ce qu'est aujourd'hui la culture économique celte que nous avons essayé de décrire mérite de nombreux acteurs, et en particulier le soutien des chefs d'entreprise concernés. Et avec tout cela, autour de tout cela, on a monté des jumelages, et ils peuvent prendre une nouvelle signification maintenant. Alors il y a le jumelage entre l'Orient et l'Égo, il ne faut pas oublier dans notre réflexion l'importance des nations celtes espagnoles, mais il y a notre relation avec le Pays de Galles. Tout à l'heure, le Premier ministre nous rappelait que j'avais signé comme président de la région un accord à Cardiff avec Rodri Morgan, son prédécesseur, ça fait maintenant 20 ans, ça fait tout en passe vite. Et puis il y a notre relation avec l'Irlande, j'aimerais sur l'Irlande parce que c'est l'année d'Irlande. Il se trouve que, je termine par une anecdote, le maire de Galway, à l'époque où j'étais maire de Lorient, était Michael D. Higgins. Peu de gens le savent, mais on a passé donc plusieurs mois, voire 2 ans, ensemble comme maire. Et ensuite, il est devenu président de la République d'Irlande, et moi j'ai eu l'itinéraire que vous connaissez. Et il se trouve que, il y a 3 ou 4 ans, il faisait sa visite d'État en France, et je l'ai accueilli au Quai de l'Arc de Triomphe. Lui, le président de la République, et moi, les affaires étrangères, l'accueillant. Il ne savait pas que je l'accueillais là, et l'échange est assez pittoresque. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et moi je lui dis, et toi? Voilà.